Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais traiter une leçon d'équilibre d'un solide soumis à trois forces non parallèles. Si vous avez rappelé, on a déjà vu dans la leçon précédente le cas d'un solide soumis à deux forces et on a vu les conditions nécessaires afin de dire que ce corps est en équilibre. Les deux forces doivent avoir même ligne d'action, deux sens opposés et même intensité. Maintenant, à propos de cette leçon, il y a d'autres choses à dire. Il y a d'autres conditions d'équilibre dans le cas des trois forces, à condition des trois forces non parallèles. Donc, à partir de l'expérience normalement qu'il faut faire dans la classe, après l'équilibre d'un solide soumis à trois forces, on peut remarquer que les trois lignes d'action se croisent dans un seul point. Dans ce cas, on dit que les forces sont concurrentes. Et d'autres choses, pour éviter la rotation de corps, les forces doivent se situer dans le même plan. Dans ce cas, on dit que les forces sont coplanaires. Donc, deux choses nécessaires afin de dire que le corps est en équilibre sous trois forces non parallèles, que les forces sont coplanaires et concurrentes. Maintenant, on va parler sur la première méthode, c'est la méthode graphique. Et cette méthode, normalement, il faut l'utiliser justement cette année. Parce que à partir des années prochaines, normalement, il faut concentrer bien sur l'autre méthode, c'est la méthode analytique. Et cette méthode, on va la traiter aussi dans cette leçon. Donc, à propos de la méthode graphique basée sur tracer un polygone fermé. Ce polygone, on peut le construire à partir le ressemblage des trois forces se forme d'un triangle à condition que l'extrémité de chaque force liée à l'origine de d'autres forces et l'ensemble crée un triangle fermé que nommé un polygone fermé. Et si on fait la liaison et l'approche avec le match, les trois forces doivent vérifier cette condition que F1 plus F2 plus F3 est égal à vecteur nul. Donc, il y a une relation avec cette leçon et la leçon précédente que pour dire que le corps est en équilibre, la sommation des forces est égale à vecteur nul. Ça à propos de la méthode graphique. Et normalement, on peut bien entraîner sur cette méthode par quelques types d'exercices. Maintenant pour l'autre méthode. Et avant de parler sur l'autre méthode, je peux faire un petit rappel à propos les conditions d'équilibre. Donc, si un solide soumis à trois forces, F1, F2, F3 non parallèles, est en équilibre, les trois forces sont coplanaires, c'est-à-dire se situent dans le même niveau, et concurrentes, c'est-à-dire se croisent dans un seul point. Et leur somme vectorielle est égale au vecteur nul. Maintenant, je peux passer aux méthodes analytiques. Donc, méthode très importante. Méthode très importante. Bon, à propos de la méthode analytique, on a ici une activité qui peut nous aider à bien comprendre cette méthode. Donc, au début, on a un solide homogène de masse M glisse sans frottement sur un plan incliné, faisant un angle alpha avec l'horizontale. Ce solide est retenu par un fil inextensible et de masse négligeable.
parallèles au plan. La question demandée, c'est déterminer les intensités des forces appliquées sur le solide S. On a la masse du solide, on a l'intensité de pesanteur et l'angle alpha. Donc, la première étape qu'il faut faire, c'est de choisir un repère orthonorme. Et je préfère de tracer l'axe X sur le plan incliné. Et à propos de Y, c'est le perpendiculaire qui passe par le centre de gravité du solide. Mais vous avez le choix de mettre le repère comme vous voulez. La deuxième, ou plutôt avant de passer à la deuxième étape, comme on a déjà indiqué à propos traçage de l'axe, la deuxième étape, c'est de tracer les forces sans échelle, puis projeter chaque force sur les axes OX ou Y. Au début, on a le traçage des forces, on a la tension du fil, on a la réaction du plan CR, et finalement, on a le poids du corps solide, le point d'application sur le centre de gravité, dirigé vers le bas. Et à propos de R est perpendiculaire sur le plan parce que les frottements sont négligeables et T est dirigé vers le haut à partir du point de contact entre le corps solide et le fil. Bon, à propos de la troisième étape qu'il faut faire, c'est la projection de chaque force sur les deux axes de repère O, I, G. Donc, dans ce schéma, on a les trois forces. On a la force T, la tension des fils. On a R, la réaction des plans inclinés. Et on a P à partir du centre de gravité. Donc, à propos de la projection de P, on fait la projection orthogonale de l'origine et de l'extrémité sur chaque axe. Et une remarque très importante, toujours à propos de l'angle alpha, c'est pareil au l'angle entre P et l'axe Y. Entre P et PY. Donc toujours dans n'importe quel type d'exercice où vous avez un plan incliné, toujours vous pouvez prendre alpha de plan incliné est égal à l'angle entre P et PY. Donc, on va passer à faire la projection sur X. Donc, on a Px plus Rx plus Dx est égal à 0. Et la même chose sur OY. Quatrième étape, on doit chercher les expressions des coordonnées de chaque force, c'est-à-dire de déterminer Px, Rx, Dx. Et la même chose, déterminer l'expression de Py, Ry et Ty. Puis, on va remplacer ces expressions dans les équations adéquates afin de trouver la solution. Donc, à propos de Px, comme vous voyez ici, donc pour Px, on doit utiliser le signe. Donc, le signe alpha est égal à Px sur P normalement, mais tant que Px a un sens opposé au X, pour cela on ajoute le signe moins. Donc Px est égal à moins mgcp fois sinus alpha. La même chose pour Py, on utilise le cosinus. Le cosinus alpha c'est Py sur P, mais tant que le Py dans le sens opposé de Y, on doit ajouter signe moins, donc cosinus alpha sera égal à moins Py sur P, donc Py est égal à moins mg cos alpha. Pour les autres, c'est très simple. R, la projection de R sur X est égale à 0. Toujours, si vous avez un vecteur perpendiculaire sur l'axe de projection,
la projection de ce vecteur sera nulle. La projection de R sur Y, c'est le même. Toujours, si vous avez un vecteur en parallèle ou confondu avec l'axe de projection, il faut faire attention justement sur le signe. Est-ce que les deux forces, est-ce que la force a le même sens que l'axe Y ou X ou l'inverse? La même chose pour Tx, donc T est confondu avec X et dans le même sens de X, donc Tx c'est T. T est perpendiculaire à Y, donc la projection de T sera nulle. La cinquième étape, c'est la résolution des deux équations. Donc, à propos de la première équation, on peut trouver ce résultat. Moins mg fois sinus alpha plus 0 plus t est égal à 0. À propos de la deuxième équation, on a moins mg cos alpha plus r plus 0 est égal à 0. Et à partir de ça, je peux trouver la valeur de t, c'est mg sinus alpha. Et la valeur de r, c'est mg cos alpha. Et l'utilité de la méthode analytique que la méthode géométrique, qu'à partir de la méthode analytique, on peut trouver des résultats exacts. Par contre, dans la méthode géométrique, on peut trouver des résultats approchés. Donc, il ne reste que l'application numérique. Donc, on peut trouver les résultats suivants. Et dans les exercices, on peut bien comprendre comment on peut résoudre ce genre de questions. Donc, la méthode analytique reste simple, mais si on fait la projection comme il faut. Maintenant, on passe à la deuxième partie de cette leçon, c'est les forces de frottement. Donc, comme expérience, on a ici une table. Et sur cette table, on a une boîte en bois et on exerce à l'aide d'un dénomètre une force nommée F. Donc, on exerce à l'aide d'un dénomètre une force F sur la boîte. Au fur et à mesure qu'on augmente l'intensité de la force F jusqu'à ce que la boîte se met en mouvement. Donc, notre objectif, c'est faire l'étude de le système étudié, c'est la boîte en bois en équilibre. Donc, dans notre cas, la boîte sera soumise aussi à trois forces. Donc, on a la réaction de poids, on a la réaction de dynamomètre, c'est F, et on a d'autres réactions sur R. Et je peux répéter ça. Donc, on a P, le poids de la boîte. F, c'est la force exercée par le dynamomètre. Et R, c'est la réaction de la planche horizontale. Donc, si on peut chercher les caractéristiques de R, donc, à propos le point d'action, c'est le point de contact entre le surface de contact entre le plan et la boîte en bois. La droite d'action, c'est droite passant par le point de rencontre des forces F et P, formant un angle phi avec la normale à la surface de contact. Donc, on a déjà dit que dans notre leçon, on va concentrer sur les forces non parallèles. Donc, on va chercher l'équilibre de la boîte sous trois forces non parallèles. Donc, R doit être incliné. Et pour bien vérifier la direction de R, on peut vérifier à l'aide le polygone fermé. Donc le sens vers le haut et l'intensité sera déterminée graphiquement à partir de polygone de force, c'est polygone fermé. Donc comme on a dit,
on peut prendre la force F et mettre l'extrémité de F sur l'origine de P, et il reste de lier l'extrémité de P avec l'origine de F afin d'avoir un polygone fermé. Donc on peut trouver R. Donc R forme un angle nommé phi. Cet angle, on peut nommer après, c'est un angle de frottement qui apparaît dans le cas du frottement. Donc R, c'est comme la relation de Pythagore. Donc R, c'est la racine de P carré plus R carré. Donc la force de frottement, donc à partir de ça, on peut dire que R se compose par deux composantes. Il y a une qui est nommée petit f, c'est la force de frottement, et d'autres qui est nommée Rn, c'est la composante normale de R. Et entre R et Rn, on a l'angle phi, c'est l'angle de frottement. Donc, la réaction, on peut décomposer la réaction R en deux vecteurs force. La réaction normale du support Rn, elle est perpendiculaire au plan du support. C'est la réaction de l'enfoncement. Donc, cette réaction qui peut considérer qu'on pousse le corps en haut, qui empêche le corps tombe en bas. L'autre réaction, c'est la réaction tangentielle de la table. C'est RT, mais souvent on peut nommer RT par d'autres symboles, c'est petit f. Il est parallèle au plan de la table qui est nommé la force de frottement. C'est la force exercée par la table sur le solide. Donc, on a ici que R est égal à la somme de petit f plus Rn. Donc, cette relation est très importante parce que normalement, il faut l'utiliser dorénavant chaque fois que vous trouvez un frottement avec la surface de contact. Et on peut déduire la valeur de R, c'est la racine de F carré plus R au carré N. Donc F, c'est la force de frottement, c'est la force qui résiste le mouvement du corps. Bon, maintenant à propos du frottement statique phaseur. C'est un angle entre la réaction R et le normal sur la surface. Tant que le solide reste en équilibre sur le plan incliné, tant que l'inclinaison alpha des plans par rapport à l'horizontale est inférieure à phi0. Au-delà, le solide se met à glisser. C'est-à-dire tant que alpha est inférieur à l'angle de frottement statique, le corps reste en équilibre. Si alpha devient supérieur à phi0, dans ce cas, le corps va glisser. Coefficient de frottement statique nommé K0. Et à partir de ce coefficient, on peut parler aussi sur coefficient de frottement de manière générale. Donc, si K0 est égal à tangente phi0, donc ce coefficient est lié à la surface en contact. Par exemple, on a l'acier sur glace, K0 est égal à 0,03, acier en acier, sur acier sur acier, 0,15, bois sur bois, 0,50. Dans le cas où les frottements sont négligeables, donc on peut considérer comme on a une surface lisse. Dans ce cas, F, c'est la réaction précédente, la réaction de dynamomètre, P le poids, et R sera perpendiculaire. Dans ce cas, l'angle de frottement sera nul.
et la force de frottement aura une intensité nulle aussi. Bon, avant de terminer cette leçon, je peux ajouter d'autres grandeurs qui est nommée K, représente le coefficient de frottement. On peut calculer cette grandeur à l'aide de la relation suivante. K est égal à tangente phi est égal à RT sur Rn, tel que K ou K0 reste sans unité et l'angle phi représente l'angle de frottement. C'est l'angle entre la réaction R et la normale sur le plan. Et pour phi0 est appelé l'angle de frottement statique. Bon, je vous souhaite bonne chance.